Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire proposé conjointement par la SFNCM et Force Plus. Je serai la voix off pour vous rappeler que vous pouvez poser vos questions tout au long de la session via la rubrique questions. Sans plus attendre, je laisse la parole à Caroline Bersano de la société Andros. Bonjour à tous, je tenais tout d'abord à vous remercier de vous être inscrits à ce webinaire portant sur les enjeux de la nutrition orale dans les situations de dénutrition. Je remercie également vivement nos intervenants, le docteur Pierre Sénès, gastro-entérologue et responsable du pôle transversalité et soins de support au département de gastro-entérologie et nutrition clinique de l'Institut régional du cancer à Montpellier, monsieur Luc Marlier, chercheur en neurosciences au CNRS de Strasbourg, et madame Lounissi, auxiliaire de vie. Et enfin, je remercie la SFNCM d'avoir intégré cet événement dans le cycle de webinaires, toujours très attendu et suivi. Le groupe Andros est une entreprise familiale française reconnue pour son savoir-faire de produits fruitiers et laitiers au travers de marques telles que Bonne Maman, Maminova ou Andros. Et c'est pour répondre aux établissements de santé en attente de produits enrichis, gourmands et faciles à consommer que l'entreprise a collaboré il y a maintenant une dizaine d'années avec des diététiciennes et des nutritionnistes afin de développer une gamme de produits laitiers enrichis en protéines et en calories. Il ne s'agit pas de CNO au sens propre du terme, au sens médical du terme. Il n'y a donc pas de prise en charge, mais un léger surcoût par rapport aux produits frais. Et ce léger surcoût est justifié par rapport à leur formulation qui est enrichie. Cela fait donc de nous un acteur de la prévention et de la prise en charge de la dénutrition, ce qui nous a incité à prendre la parole au travers de ce webinaire. Tout au long de ce webinaire, vous aurez la possibilité de poser vos questions dans la rubrique questions. N'hésitez pas dans le chat, bien dans la rubrique questions. Nous y répondrons à la fin des interventions. Vous aurez également à répondre à quelques sondages de façon facultative. Ces sondages qui sont proposés par les experts, donc vous pourrez y répondre toujours par le biais de l'application. Le docteur Pierre Sénès et Luc Marlier vont nous livrer leur expertise sur 3 sujets liés entre eux dans l'accompagnement des personnes en situation de fragilité. Ces 3 sujets sont la prévention de la dénutrition, l'influence du goût dans la prise alimentaire et enfin le rôle de l'auxiliaire de vie. Je leur laisse maintenant la parole. Merci pour votre écoute et merci à eux. Je passe la parole au docteur Pierre Sénès. Bonjour, heureux de pouvoir vous présenter. Merci d'abord Andros de nous avoir conviés pour participer à ce webinaire. Et puis j'ai une partie qui est vraiment importante pour les patients. Attendez, il faut juste que je libère un petit peu de place pour voir mon écran. Voilà, c'est la partie agir avant de maigrir en cancérologie, c'est-à-dire on va voir si ensemble on peut faire quelque chose avant de maigrir. On va lancer d'abord un petit quiz. Est-ce qu'on peut avoir les 2 questions? La question, pardon, j'ai qu'une question. La question pour le quiz, pour tout le monde. Vous avez quelques secondes pour répondre. Il faut aussi que je débarrasse mon écran, voilà. C'est bon, j'ai quelque chose à faire de particulier ou je peux continuer? Tout le monde a répondu? Allez, je continue alors. Donc, on parle surtout de la dénutrition aujourd'hui, enfin dénutrition et agir avant de maigrir. La dénutrition, c'est ici je vous ai mis une affiche qui avait lieu, c'était en novembre de cette année. C'était la semaine nationale de la dénutrition. Je crois que là, tous les gens qui sont connectés, j'imagine, sont au fait de la dénutrition. Je ne vais pas m'étendre sur cette partie-là. Simplement pour vous rappeler 2 points clés de la dénutrition qui sont finalement la dénutrition de l'adulte ou de la personne âgée, finalement, dans les 2 cas de figure. Je vous mets les recommandations de la Haute Autorité de Santé de 2019 et de 2021. Dans les 2 cas, sans rentrer dans le détail, vous avez des critères phénotypiques et étiologiques. Et ces critères, ils sont finalement, si on veut les résumer de façon très simple et imagée, il y a d'une part la perte de poids au seuil de 5% et la réduction de la prise alimentaire, qui sont les 2 éléments finalement majeurs aujourd'hui du diagnostic de la dénutrition. Que ce soit sur les recommandations européennes, mondiales ou de la Haute Autorité de Santé, vous allez retrouver ces 2 critères, phénotypiques et étiologiques. On le retrouve pareil chez la personne âgée, avec les recommandations de 2021. Je vous ai mis sur la diapositive le détail, mais ce qui nous intéresse, c'est le focus particulier sur la perte de poids, parce que c'est des critères faciles à utiliser, faciles à dépister. Tout le reste, c'est compliqué, ce sera plus long à faire. Il faut gagner du temps, et vous allez voir pourquoi c'est important de gagner du temps.
Euh, alors, je reviens sur un terme étiologique parce qu'on dit phénotypique et étiologique. Le phénotype, d'accord, on a une idée un peu globale, c'est finalement la modification du corps, de l'image que l'on a. L'étiologie, la définition du Larousse, c'est étude des causes des maladies. Donc, pour la première fois, on voit apparaître depuis 2019 que la réduction des prises alimentaires est la cause de la perte de poids. Finalement, c'est ça ce que ça veut dire. S'il y a un critère étiologique, le critère étiologique, c'est la réduction de la prise alimentaire. Si on réduit, on perd du poids. Donc ma question directe, immédiate, c'est celle-ci. Est-il possible de prévenir au moins en partie la dénutrition, c'est-à-dire la perte de poids, si nous dépistons et si nous traitons la réduction des prises alimentaires? Si on arrive à trouver que les gens réduisent leur alimentation avant qu'ils perdent du poids et si on traite cette réduction d'alimentation, on va être plus efficace et peut-être qu'on n'aura pas de dénutrition. Idéalement, ce serait ça. Alors ça veut dire qu'il faut, pour travailler ça, il va falloir quand même avoir chaque fois les trois interrogations qui viennent. C'est pour qui, pourquoi, à qui ça va s'adresser, quand, est-ce que c'est le bon moment pour le faire et comment. Alors voyons déjà, est-ce que c'est fréquent cette dénutrition, cette perte de poids, cette réduction des ingestats? On a des données qui existent aujourd'hui, qui sont assez faciles à retrouver. Hein. C'est un papier ici qu'on a publié en 2019 où on décrit toute notre organisation dans l'Institut à l'ICM et comment on a créé des équipes. Il y a tout le détail de la façon de créer des équipes transversales de nutrition. Et dedans, on avait collecté dans ce papier, on avait collecté toute une mine d'informations, papier qu'on a publié plus en détail sur l'échelle des ingestats en 2019, sur 1762 patients, et on a regardé combien les gens mangeaient entre 1 et 10 sur l'échelle verbale. Ce n'est pas une échelle avec une réglette, c'est on dit aux gens, aux patients, combien vous mangez entre 0 et 10, 0 c'est rien, 10 c'est comme avant la maladie. Comme on a retiré tous les patients pour l'analyse qui avaient une nutrition artificielle ou des compléments, ça a enlevé le zéro de gens qui ne mangent pas. Donc, vous avez des gens qui sont entre 1 et 10. Et vous voyez que si on suit la recommandation de la Haute Autorité de Santé, dès que vous avez une réduction des ingestats d'au moins 2 semaines, on peut considérer que là, on n'a pas le temps. Dans le temps, on n'a pas si c'est une semaine ou 2 semaines, mais on a une idée quand même. 77,4% des personnes que nous avions dans l'établissement avaient réduit leurs ingestats. Et si on veut se mettre au seuil de 50% pour répondre à la question un peu plus précise de la Haute Autorité de Santé, nous sommes quasiment à la moitié des patients qui ont réduit leurs ingestats qui ont réduit leur prise alimentaire d'au moins de moitié. Donc vous voyez que ces chiffres sont très importants, ça représente une mine importante. Alors, comment on dépiste? Vous avez en même temps l'outil. L'outil, il est simple, c'est l'échelle verbale des ingestats. C'est-à-dire que ça, on l'a publié avec les Canadiens en 2021. L'échelle verbale des ingestats, simple, sans réglette, sans rien, ça marche aussi bien que le MNA, le Mini Nutritional Assessment, ça marche aussi bien que le Patient Generated Subjective Global Assessment, utilisé par les Américains. On les a comparés, les trois outils, ça marchait très très bien, sauf que l'échelle verbale des ingestats, ça prend 10 secondes. Monsieur, madame, combien vous mangez aujourd'hui entre 0 et 10 dans la semaine qui est passée? 0, c'est rien, 10, c'est comme avant la maladie. On vous donne un chiffre, vous avez les résultats, vous prenez en charge. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'enquête alimentaire. La deuxième question, c'est quand, pour qui, pourquoi? Je crois qu'il y a deux informations importantes. Je l'ai appelé la phase 1, c'est le patient en début de maladie. On démarre la prise en charge, quelle que soit sa maladie et son départ de traitement et la gravité de sa maladie. Et là, je voudrais donner deux phrases qui me semblent importantes. C'est, pour moi, du moins dans notre expérience dans l'équipe, c'est la nutrition sera d'autant plus efficace et simple à mettre en place que le patient n'a pas perdu de poids et que la maladie est peu agressive. Et plus la maladie sera agressive et les traitements lourds, plus agressive devra être la nutrition au départ. Après la phase 1, c'est-à-dire après cette phase de on a passé les premières étapes et on commence à avoir une maladie qui est moins contrôlée, à ce moment-là, la nutrition sera d'autant moins efficace que la maladie et la dénutrition sont avancées. Je vais vous imager ça immédiatement. Au début de la maladie, vous avez un plan personnalisé de soins des recommandations de 2012, publié par la SNFCM et un accès libre et gratuit sur le réseau NACRE, NACRE cancer, vous faites réseau NACRE cancer sur un moteur de recherche et vous tombez sur tous les plans personnalisés de soins, toutes les informations nécessaires. Et vous voyez que nous sommes en début de maladie, on ne parle pas de dénutrition et on vous dit, dès qu'il y a de la radiothérapie, on propose un conseil diététique. Et si ça se dégrade, on mettra une nutrition un peu plus soutenue. En radiochimiothérapie, on a un traitement lourd, prise en charge beaucoup plus lourde, pose d'une gastrostomie. Vous voyez, pour vous donner l'image, on est tout au début, on prend en charge très tôt, dès le départ.
on a une maladie avancée. Voilà, en 2020, un papier qui a été publié, qui est très important, qui est une étude randomisée, qui s'adresse à des patients dénutris, en bon état général, sans carcinose, ils ne sont pas en occlusion, dont le décès va probablement arriver dans l'année qui vient, donc une maladie assez avancée. Le critère principal, c'est la qualité de vie. On met une nutrition, ça ne marche pas, ça ne change rien sur la qualité de vie, ça dégrade même les malades, alors qu'ils pourraient être, on croirait qu'ils seraient peut-être mieux avec de la nutrition. Ce n'est pas le cas, ils sont moins bien en plus. Donc plus on avance dans la maladie, moins la nutrition sera performante, il faut le faire tôt, très tôt. Alors, ça s'organise maintenant la nutrition. La nutrition, on n'est plus tout seul en cancérologie, je vous le rappelle à tous, si vous ne le savez pas, mais ça m'étonnerait. Les soins de support aujourd'hui, tout le monde en parle. La nutrition, ici, est une des 11 activités des activités définies par l'INCA dans les soins de support. Alors, 11 activités, c'est pas simple, il faut l'organiser. Voici par exemple aujourd'hui notre façon d'organiser la prise en charge des tumeurs des voies aérodigestives supérieures dans l'institut ici. Nous avons décidé que il y aurait un parcours de soins. Donc ce parcours, cela veut dire que les patients sont vus pour définir la stratégie thérapeutique par les oncologues, radiothérapeutes, infirmières de coordination. Nous n'y sommes plus sur ce parcours. Et quand les acteurs de soins ont défini la stratégie, ils sont adressés pour une prise en charge globale, la nutrition étant un des éléments, mais pas le seul, en cancer de la tête et du cou. Faire uniquement de la nutrition n'a évidemment aucun intérêt. Et donc derrière, au-delà de la nutrition, il y a des programmes d'éducation thérapeutique, il y a de la kinésithérapie pour prévenir les trismus, les problèmes d'ouverture buccale, pour prévenir les troubles de déglutition. C'est des gens qui sont irradiés. L'irradiation entraîne des problèmes musculaires, des problèmes au niveau des articulations qu'il faut prévenir. C'est des patients qui sont souvent socialement défavorisés qu'il faut prendre en charge. Tout ça, c'est fait au même moment, en même temps, dans la même dynamique. Le patient vient une demi-journée et il est vu par tous les acteurs de soins nécessaires à sa prise en charge, y compris, évidemment, tabac, alcool. Alors, est-ce que c'est une tendance nouvelle? Est-ce que c'est à la mode juste ou est-ce qu'il y a des chiffres encore plus probants? Ben voilà une étude toute récente de 2021 qui vous montre que la nutrition dans les soins de support va changer les choses, mais pas seule. C'est en groupe. Voici une étude de phase 3, c'est-à-dire une étude randomisée, 328 patients avec des cancers métastatiques de l'œsophage, du cardiaque et de l'estomac. Au diagnostic, ils ont des métastases, ils rentrent pour une première chimiothérapie, ils sont randomisés, de la chimiothérapie dans les deux bras, et dans un des bras, il y a en plus des soins de support interdisciplinaires précoces avec un oncologue, une infirmière, un diététicien, un psychologue. La première consultation est 2 semaines après le début de la chimiothérapie, puis toutes les 3 semaines, pendant toute la première ligne de traitement. On a regardé la survie. Est-ce que ça changeait la survie? Et les résultats sont assez impressionnants. Lorsque vous mettez des soins de support précoces, vous gagnez 4 mois de survie en plus. 3 mois exactement, comparativement au groupe chimiothérapie seul, sans soins de support précoces. Donc aujourd'hui, je conclurai là-dessus en disant que agir avant de maigrir n'est plus un vague concept. Pour moi, c'est devenu le standard dans l'établissement. Dans cet établissement, et je pense que partout maintenant, les gens l'ont bien compris, il faut être en mesure de prendre en charge les patients précocement avec une approche coordonnée en équipe multidisciplinaire, avec les soins de support définis selon l'INCA. Ça veut dire qu'il faut être en mesure aujourd'hui de changer nos organisations pour pouvoir faire ça. Ça veut dire aussi qu'il faut anticiper et intégrer les soins de support avant les traitements oncologiques. Les parcours sont probablement une bonne voie de réflexion, à condition de revoir ensemble, c'est-à-dire qu'il faut se poser avec les oncologues, avec les radiothérapeutes, avec les chirurgiens, dire on a des soins de support maintenant à vous proposer, réfléchissons à comment on peut mieux faire pour fonctionner. J'ai fini mon exposé. Vous avez la même question qu'au début à reformuler. Je n'ai pas vu malheureusement les résultats des pourcentages de la première fois. Je ne les avais pas affichés. Et donc, je ne pourrais pas comparer les deux, mais je vais vous donner la réponse juste après le même sondage que vous avez fait. J'espère que vous Alors avez voilà, compris la différence. Et donc, je vais voilà vous le donner le. SMS avec les Oui, résultats du premier sondage. je ne les ai Donc pas on, du tout. Ça ne s'affiche pas du donc tout. on a 35% de j'ai perdu l'appétit, Oui, 17% j'ai un cancer, 4% je suis déprimée, 1% oui. j'ai de la fièvre et 43% j'ai diminué mon alimentation. Ça, Je c'était vais la première maintenant, fois. je vais maintenant passer au deuxième sondage. Pourquoi j'ai perdu D'accord. Vous avez la. Donc, vous avez les résultats, s'il vous plaît.
Alors, je vais laisser quand même un petit peu plus de temps que tout à l'heure. D'accord. Oui, sur la première partie, c'est normal que vous ayez répondu ça, puisqu'en fait, l'idée, c'est que lorsqu'on réduit les aliments, en fait, lorsqu'on réduit la prise alimentaire, qui est la cause évidemment principale de la dénutrition, eh bien, il y a plein de raisons d'avoir une diminution des apports alimentaires. Ce qui est intéressant, c'est que les auteurs en cancérologie, tous quels qu'ils soient, ont tous publié sur la perte d'appétit. Le NCI, par exemple, au niveau des toxicités, ils ont tous identifié la perte d'appétit. Mais en fait, ça n'a strictement aucune importance. On a des patients qui perdent l'appétit et qui font l'effort de manger. Ce qui est important, c'est ni l'appétit, ni le cancer, ni l'inflammation. Ce qui est important, c'est de savoir ce qui rentre dans la machine, combien le corps ingère d'énergie. C'est ça l'important. Et donc, il faut savoir de combien je réduis l'alimentation pour compenser ce qui manque. Et il faut quelquefois aller bien au-delà pour dépasser les métabolismes. Voilà. Et donc, ça va être un élément central. Au deuxième sondage, vous avez combien? Voilà, donc là, j'ai affiché les résultats. Donc, j'ai diminué mon alimentation, on est à 75%. Voilà, donc le groupe a bien compris l'importance de j'ai diminué mon alimentation, qui est l'élément central, et donc la cause de la dénutrition. Je vous remercie. Alors, d'abord, je voulais remercier les organisateurs de m'avoir invité à prendre la parole. Et je voulais aussi dire que je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Et dans ce deuxième exposé, je m'intéresserai moi plutôt aux aspects sensoriels qui interviennent dans la prise alimentaire. La question qui est derrière tout ça, c'est de savoir est-ce qu'on a là des clés au plan sensoriel qui pourraient permettre de réguler la prise alimentaire, de réinstaurer une prise alimentaire adéquate pour les personnes qui souffriraient de dénutrition. Alors on va essayer de voir ça, on va se pencher sur le goût, le plaisir de manger, et comme on va le voir, de la naissance à l'âge avancé. Alors quand on cuisine ou quand on déguste un bon plat, évidemment, toutes les modalités sensorielles, tous nos sens sont en éveil. La vue, l'odorat, bien sûr, le toucher, la sensation tactile en bouche pour détecter la consistance, la texture. L'ouïe aussi intervient lorsque nous mangeons un aliment croustillant, par exemple, la gustation, bien sûr, pour la détection des saveurs, etc. Mais dans ces sens-là, il y en a deux qui sont majoritairement présents et qui vraiment vont intervenir de façon prépondérante pour apprécier les aliments, choisir les aliments et puis susciter, je dirais, l'envie de les consommer. Ces deux systèmes, c'est le système olfactif et le système gustatif. Ces deux systèmes totalement indépendants. Le système olfactif a des récepteurs aux odeurs donc, qui sont situés dans les fosses nasales et même au sommet des fosses nasales, alors que le système gustatif, lui, a des récepteurs logés dans la bouche et principalement sur la langue. On va voir rapidement chacun de ces sens. Donc le système olfactif, au microscope électronique, on s'aperçoit que c'est un enchevêtrement de cils. Il s'agit de récepteurs ciliés, dont un est schématisé ici. Et vous voyez qu'à l'extrémité, on voit ces cils. Et quand on agrandit un de ces cils, on voit que sur cette membrane de ces cils, il y a des protéines réceptrices sur lesquelles des molécules, qu'on va appeler odorantes, sont capables de s'emboîter. Et au moment où ces molécules s'emboîtent sur ces récepteurs, une cascade d'événements intracellulaires va survenir et qui va entraîner la dépolarisation de la membrane, c'est-à-dire un influx nerveux qui va aller vers les structures plus centrales du cerveau pour analyser cette information. Alors l'homme dispose de plusieurs centaines de types de récepteurs olfactifs, sachant qu'une molécule odorante est capable de se fixer sur plusieurs types de récepteurs et qu'un récepteur donné est capable de recevoir plusieurs types de molécules. Donc on est dans un système combinatoire qui fait que notre odorat, nous, chez l'homme, est capable de détecter des centaines de milliers, voire des millions d'odeurs différentes. Au niveau gustatif, les sensations naissent principalement sur la langue, à l'intérieur des papilles. Vous avez là une papille qui est agrandie, avec un espace au milieu qui permet de laisser passer la salive et puis les ingrédients des aliments. Et à l'intérieur de cette paroi, vous avez des petits points qu'on voit ici. Quand on les agrandit, on voit que c'est des structures un peu en forme d'oignon. On parle aussi de bourgeons du goût. C'est un amas de cellules
dont une ouverture, ici un port vers l'extérieur, qui permet d'interagir aussi avec les molécules sapides, donc les molécules qui sont dans la bouche. Alors ces récepteurs, il y a des récepteurs spécifiques, il y en a un pour le sucré, il y en a plusieurs pour l'amertume, et puis dans d'autres cas, ce sont des modifications des canaux ioniques qui vont permettre la perception des saveurs, qu'on dit les saveurs fondamentales, le sucré, le salé, l'acide, l'amer, auquel on peut rajouter le goût umami, et puis les sensations gustatives sont probablement bien plus complexes, et l'espace gustatif n'est pas clos, il y a des sensations comme par exemple le goût métallique, ou l'astringence, par exemple, qui est une sensation de sécheresse dans la bouche qui se rajoute à toutes ces saveurs fondamentales. Alors, je l'ai dit, autant ce sont des systèmes bien séparés, géographiquement bien séparés, anatomiquement bien séparés. Ceci dit, lorsqu'on est en train de manger, ces deux systèmes coopèrent, et ils coopèrent tellement que parfois on a tendance à les confondre. Alors, petite question, j'ai parlé des odeurs, j'ai parlé des saveurs. Quand on parle d'un arôme alimentaire, est-ce que les arômes tels qu'on les trouve, alors vous savez, il y a pas mal de laitages ou de produits alimentaires où on voit goût vanille, ou parfum vanille, ou parfum chocolat, ou goût chocolat. On parle là des arômes alimentaires. Mais ces arômes, à votre avis, sont-ils détectés par le système olfactif ou par le système gustatif? On va faire un petit quiz, si vous voulez bien, Mégane. Est-ce qu'on peut afficher le quiz? Voilà, le quiz est lancé. D'accord. Personnellement, je ne le vois pas. Très rapide. Donc, les saveurs, les arômes alimentaires, pardon, sont-ils détectés par le système olfactif, par le système gustatif? Voilà. Alors, tu dis que ça. On a encore des réponses là, donc je ne vais pas tout de suite fermer le sondage. Moi, je pense que c'est bon. Voilà, donc je ferme le sondage et donc je partage les résultats. On est à 66% de réponses pour le système olfactif et 34% pour le système gustatif. Voilà, alors vous voyez bien que quand on consomme un aliment, ces deux sens sont tellement combinés qu'on a du mal parfois à le dissocier. Mais les arômes sont perçus par le système olfactif. Lorsque vous avez un aliment dans lequel il y a écrit goût vanille, par exemple, que vous le sentez, vous allez percevoir l'odeur de vanille déjà. Et une fois que cet aliment sera en bouche, ces arômes vont encore se libérer, mais cette fois-ci par la voie rétronasale, pour atteindre eux aussi les récepteurs olfactifs. Donc les arômes sont perçus véritablement par le système olfactif. Une autre situation pour vous permettre de mieux vous rendre compte que c'est le système olfactif qui est sollicité dans le cas des arômes, c'est par exemple lorsque vous avez un rhume, vous avez là un ensemble, les fosses nasales sont encombrées par des mucosités, si bien que les molécules odorantes n'arrivent plus à atteindre les récepteurs. Et donc, lorsque vous allez manger un aliment, vous allez dire « Ah, mais cet aliment n'a pas de goût, il ne sent rien. » Alors, il n'a pas de goût. En fait, lorsque vous avez un bon rhume, le système gustatif, donc la perception des saveurs, va être totalement intact et fonctionnel. Par contre, c'est le système olfactif qui, lui, ne sera plus fonctionnel. Et vous voyez que quand on a un rhume, notre impression, c'est vraiment de dire les aliments sont très fades, et ce qui précise que le nez joue vraiment un rôle très très important dans l'appréciation des aliments. C'est le nez qui va permettre d'identifier les aliments, c'est encore le nez ou le système olfactif qui va permettre de retirer du plaisir des aliments. C'est la raison pour laquelle, dans la suite de mon exposé, je me pencherai un peu plus sur ce système olfactif qui vraiment est impliqué à la fois dans la sélection des aliments, dans le choix et surtout dans le plaisir qu'on peut retirer des aliments. Alors ce système olfactif, il est fonctionnel très tôt au cours du développement et dès la naissance, on observe que le nouveau-né se sert d'indices olfactifs pour se diriger vers son premier aliment qui en principe, lorsqu'il est allaité, est le lait maternel. On a constaté qu'à la naissance, avant même la première tétée, si le nouveau-né est déposé sur le ventre maternel, bien sûr, dans le cas d'un accouchement sans complications pour la mère et pour l'enfant, l'enfant va se mettre à migrer
va atteindre le sein, localiser le mamelon, et puis saisir le mamelon et ingérer efficacement le lait. Alors on s'est aperçu que dans cette situation-là, si l'un des deux seins est lavé avec de l'eau, à ce moment-là, le nouveau-né se dirige préférentiellement vers le sein resté olfactivement intact. Ça veut dire que dans notre premier comportement alimentaire, l'odorat joue vraiment un rôle extrêmement important pour nous diriger vers la source de nourriture, pour localiser le mamelon et pour ingérer efficacement le lait. Les odeurs interviennent aussi pour réguler le comportement de mise en bouche. Je prends un autre exemple ici chez le nourrisson, dans une étude où il a pu être noté que si les anneaux de dentition sont odorisés, on va constater que l'enfant qui rencontre une odeur déjà familière ou agréable pour lui va mettre davantage en bouche cet anneau de dentition qu'un anneau de dentition qui comporte une odeur non familière. Donc vous voyez que cette odeur va jouer sur le fait de ramener des objets ou des aliments vers la bouche. L'odorat va aussi intervenir dans la discrimination et la sélectivité alimentaire. Quand un nourrisson présente deux biberons qui contiennent de l'eau et que un des biberons est légèrement odorisé avec une odeur et l'autre biberon avec une autre odeur, on constate que l'enfant fait un choix très précis et il va s'orienter vers le biberon qui comporte une odeur à la fois familière pour lui et agréable pour lui. Donc là aussi, et je donne des exemples là sur des phases très précoces du développement, mais c'est les mêmes mécanismes qui opèrent à des âges plus avancés et jusqu'à la vie adulte. Un dernier exemple pour vous montrer à quel point l'odorat peut jouer. Une étude a pu montrer que chez des adultes, la préférence pour un ketchup pouvait être modifiée, infléchie par la seule présence d'une infime quantité de vanille dans un échantillon de sauce tomate. Et les personnes qui, au cours de leur enfance, étaient exposées de façon récurrente à un aliment vanillé, sont des personnes qui, à l'âge adulte encore, vont préférer une sauce tomate avec un léger goût de vanille. Donc vous voyez que dans notre sélection, dans l'expression de nos préférences alimentaires, d'infimes composantes olfactives sont capables de moduler et d'orienter nos choix. Alors tout ça fonctionne très bien, tous les âges de la vie de l'enfance jusqu'à la vie adulte, mais quand même pour un certain nombre de personnes, de nombreux facteurs peuvent entraîner une baisse des performances olfactives et gustatives, et on va le voir, cette baisse peut réellement affecter et perturber la prise alimentaire. Alors dans ces événements, on peut citer les infections virales. Alors avec le coronavirus, vous en avez un exemple véritablement d'actualité qui montre qu'une infection virale est capable de modifier, voire de gêner énormément la perception des odeurs et dans certains cas des saveurs. Les traumatismes crâniens peuvent affecter la perception olfactive et gustative, une mauvaise hygiène bucco-dentaire, des problèmes de mastication, une diminution de la salivation, des problèmes dentaires, des rhinites allergiques, et puis certains médicaments tels que les antibiotiques, des anticonvulsivants, certains médicaments utilisés en chimiothérapie, des diurétiques, des médicaments utilisés dans le traitement de l'arthrite, dans le traitement de la thyroïde ou de l'hypothyroïdie, sont tous des médicaments qui vont affecter le fonctionnement du système olfactif ou gustatif. Une déficience en vitamine B3, une déficience en zinc, l'usage de drogue, la pollution aérienne, et puis certaines pathologies neurologiques ou neurodégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la maladie à corps de Lévy, les cas d'épilepsie, la sclérose en plaques, des tumeurs, des lésions. Vous voyez que la liste est longue, des dépressions. Les antidépresseurs eux-mêmes sont capables de modifier la perception olfactive et gustative, des états anxieux, le diabète, le cancer, on l'a évoqué avant, et puis l'âge, le vieillissement, même normal et en bonne santé, va être un facteur qui va modifier la perception olfactive et gustative. Vous avez là un exemple de comparaison entre deux populations, une population plutôt jeune de 20 ans et puis une population de 70 ans. Et on voit que quelles que soient les stimulations gustatives, les saveurs, le sucré, le salé, l'amer, l'acide et le goût umami, on voit qu'à l'âge avancé, les seuils de perception sont moins bons et que la concentration en saveurs doit être augmentée
pour que la personne puisse reconnaître les saveurs. Au plan des odeurs, le constat est le même, à savoir que avec l'âge, le sens olfactif s'émousse. Vous avez une perception qui est relativement élevée, vous voyez, depuis l'adolescence jusqu'à peu près 50-60 ans. Et puis ensuite, on rencontre une chute des performances olfactives qui est notamment marquée chez les hommes et qui est plus marquée chez les hommes que chez les femmes. On a pu constater cependant que les composés ne sont pas tous affectés de la même façon. Par exemple, une odeur de rose à 70 ans devra être concentrée 179 fois de plus qu'à l'âge de 20 ans. Par contre, pour une odeur de champignon, on constate aucune différence de perception en fonction de l'âge. Alors avec ces diminutions de l'odorat, ces diminutions des performances gustatives, comme on sent moins, on peut se demander est-ce qu'on mange moins aussi? Et est-ce que la baisse de ces capacités sensorielles, olfactives et gustatives ne risque pas aussi d'augmenter le risque de dénutrition? Les conséquences de la dénutrition, vous les connaissez, un amaigrissement, une fonte musculaire, des risques de chute, des infections, une aggravation des maladies chroniques et bien sûr, d'une façon plus générale, une menace pour la santé, le bien-être et l'autonomie des personnes âgées. Et il a pu être montré qu'effectivement, une diminution des performances olfactives et gustatives entraînait une baisse de l'intérêt pour les activités culinaires, une réduction de la variété des aliments consommés, c'est-à-dire que les personnes plus âgées ont tendance à réduire leur palette alimentaire, ce qui n'est pas très bon, et puis une perte d'appétit pour certains aliments, notamment des aliments acides comme les agrumes ou les aliments piquants. Mais il y a quand même une forte variabilité interindividuelle. Alors, est-ce qu'on a les moyens de contrecarrer cette diminution de l'appétit? Alors, deux pistes ont été explorées, je vais essayer de vous les décrire. Une première piste a consisté à se dire, s'il y a une diminution de la perception gustative, de la perception olfactive, si on rehausse la flaveur des aliments, c'est-à-dire les odeurs, les saveurs et les composés aromatiques, est-ce que la personne va retrouver un appétit, va retrouver plus de plaisir à consommer les aliments? Entre des personnes, un groupe de personnes a bénéficié d'une alimentation renforcée en composés aromatiques et l'autre groupe a reçu une alimentation standard et on constate principalement un gain de poids, en tout cas pas de perte de poids, une prise énergétique accrue et un meilleur appétit chez les personnes du groupe exposé à des composés aromatiques augmentés. Et vous voyez que la majorité des personnes du groupe bénéficiant d'une alimentation renforcée au plan sensoriel vont avoir une augmentation de poids. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Ça reste toutefois une piste. Bien sûr, les explorations doivent se poursuivre, mais c'est une piste qui pourrait être intéressante pour essayer de prévenir ou de corriger la dénutrition. Deuxième étude, avant de conclure, une autre piste qui a été proposée serait de diffuser des odeurs alimentaires dans la salle à manger avant ou pendant le repas. Donc, quelques études ont porté sur ce sujet. Et il a été observé que le fait, en amont donc de la prise du repas, le fait que les personnes soient exposées à des odeurs alimentaires pouvait augmenter la salivation. Vous voyez, si c'est une odeur de bœuf, par exemple, de rôti de bœuf, une odeur de chocolat, une odeur de melon ou plus légèrement de concombre, vous voyez, par rapport à une situation sans stimulation olfactive, l'appétit est augmenté dans un certain nombre de cas. La salivation est augmentée. C'est ce qu'on voit aussi pour l'appétit, qui est augmenté par une présentation préalable à la prise alimentaire, d'odeurs alimentaires, et ceci entraîne aussi une augmentation de la prise alimentaire. Donc, vous voyez qu'on a là des pistes qui pourraient être intéressantes pour prévenir la dénutrition. Donc, l'alimentation ne se résume pas à la fourniture d'éléments nutritifs tels que les lipides, les glucides, les protéines, les minéraux, les vitamines. C'est bien sûr important, mais le plaisir et l'envie de manger sont également essentiels. Et ce plaisir de manger diminue avec l'émoussement des capacités olfactives et gustatives, notamment liées à l'âge, mais liées aussi à tout un ensemble de pathologies ou d'attaques virales, comme je le disais précédemment. Et dans ces situations-là, quels que soient les âges de la vie, le fait de rehausser les propriétés sensorielles des aliments
ou le fait de générer une certaine ambiance olfactive alimentaire en amont du repas pourrait constituer des pistes intéressantes pour susciter ou accroître l'appétit, retrouver l'envie et le plaisir de manger, bien sûr dans le but de réduire autant que possible le risque de dénutrition. Voilà, et je vous remercie de votre attention. Donc, je suis auxiliaire de vie et je m'occupe donc de 6 personnes et 2 personnes sur lesquelles j'ai pu constater, on va dire, une perte d'appétit et une perte de poids également, puisque j'ai l'occasion au moment de la toilette de pouvoir les peser. Je travaille aussi en parallèle avec les familles, donc où je peux alerter. Donc après, ce que j'ai pu constater également, c'est que par rapport à leur alimentation, ces personnes sont souvent attirées beaucoup plus par les produits sucrés, qui sont des petits moments de réconfort et de douceur, donc ce qui fait qu'elles disent ne pas avoir faim et vont se grignoter. Ensuite, ce que je voulais également dire, c'est que ces personnes parfois n'osent plus manger avec la crainte de faire des fausses routes, puisque ça, c'est quand même un problème également marquant chez les personnes âgées. Nous, en tant qu'auxiliaires de vie, je sais qu'on a un rôle important donc, à jouer auprès des personnes âgées, et entre autres la dénutrition. Donc, ce qui fait que ce serait savoir ce que l'on peut faire en matière de prévention pour la prise en charge de la dénutrition, puisque au niveau donc, des constatations que l'on peut faire, ce sont de simples constatations, mais nous n'avons pas de formation pour justement pouvoir constater, alerter et mettre des choses en place. Donc, c'est assez compliqué à notre niveau, à nous. Après, donc, il y a des personnes qui, elles, ont des livraisons de repas, donc par des sociétés de livraison de repas à domicile. Tous ces repas sont présentés donc dans des barquettes. Au niveau présentation, ben, il n'y a rien de très appétant. Donc, ce qui fait que quand c'est une auxiliaire de vie qui fait réchauffer les repas, pour certaines, on va essayer justement de faire une présentation, de mettre ça dans une assiette, d'installer vraiment la personne à table pour dire voilà, c'est le moment du repas. Et si les personnes éventuellement sont encore un petit peu autonomes, elles vont réchauffer au micro-ondes dans la barquette, et ce qui fait que, et pas prendre le temps, je veux dire, de mettre ça dans une assiette. Alors, ce qui fait que manger quelque chose de pas très appétissant dans une barquette, l'appétit, on n'en parle même pas. C'est vite fait, on goûte, c'est pas bon, j'aime pas. Voilà, donc je ne vais pas le digérer, c'est voilà les remarques que l'on peut avoir. Donc, ce qui fait qu'avec tout ça, nous, en tant qu'auxiliaires de vie, on peut être démunis face à cette situation pour arriver à donner les bonnes informations, soit au médecin, soit à la famille. Donc, et en plus, on n'a pas toujours vraiment le temps pendant nos interventions, puisqu'on n'intervient pas que pour le moment du repas. Et si à côté, on doit ménage, faire du rangement, etc., ou aller faire des courses, voilà, on n'a pas le temps nécessaire pour alerter, donner les informations. Donc, moi, je sais que personnellement, je fais un peu de cuisine chez certains patients et j'essaye toujours éventuellement de les faire participer pour que justement, comme disait Monsieur Marié, par rapport aux odeurs, par rapport à la présentation, que ça les mette en appétit et qu'ils soient contents d'avoir participé justement à la mise en place de leur repas. Après, également, donc, dans la confection, la préparation de l'assiette, à savoir justement quelles sont les quantités, parce qu'une grosse assiette va forcément les décourager. Qu'une assiette, on va dire, plus restreinte, va justement ne pas les décourager et avoir un peu plus envie de goûter et éventuellement, voire même de finir l'assiette. Mais voilà, donc c'est pas toujours évident. Donc savoir quelles sont les quantités pour s'assurer qu'il n'y a pas de dénutrition. Hein, parce que si c'est une grosse assiette, ils n'en mangent qu'une bouchée, et si c'est une petite assiette, ils en mangent la moitié. Donc voilà, connaître les proportions pour savoir à partir de quand il y a une dénutrition. Et puis, qu'est-ce que je pourrais encore vous dire?
savoir quand est-ce qu'il faut s'inquiéter et puis donc avoir une formation un peu plus complète par rapport aux auxiliaires de vie pour alerter au bon moment et non pas trop tard. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je ne suis pas habituée à tout ça. Voilà, merci. Mais merci beaucoup, Dominique, pour votre témoignage. Il est très important car finalement, les auxiliaires, on va dire, ne sont pas assez mis en avant. On comprend qu'elles sont pas assez mises en avant dans la lutte contre la dénutrition. On a beaucoup de questions à ce sujet. Est-ce que peut-être Luc Marié ou le docteur Sénès, est-ce que vous avez des conseils à donner? J'entendais le problème de formation quant au dépistage au niveau du repérage des signes d'alerte. J'espère que ma présentation a été assez claire pour dire que l'évaluation par une échelle toute simple que tout le monde peut faire facilement permet de rechercher la cause de la perte de poids. Ce n'est pas la peine d'attendre la perte de poids parce que quand on a perdu du poids, dès le début, on perd du muscle d'abord, après on perd du gras, et puis quand on essaie de reprendre tant bien que mal, on ne reprend pas du muscle, on reprend du gras. Et le muscle, c'est plus compliqué à faire. Donc le mieux, c'est de prévenir plutôt que guérir. Et prévenir, c'est je dépiste les problèmes de réduction de ce que je mange. Donc, j'utilise un petit outil. Je demande au patient s'il mange moins que d'habitude par rapport à... Et là, je trouve de suite les problématiques. Et du coup, dans les repas, je fragmente mes repas. En cancérologie, on fragmente beaucoup les repas. On enrichit facilement. On rajoute souvent des produits un peu plus riches, je dirais, en calories, en énergie, et on fragmente le repas pour répartir les repas sur 5 prises, par exemple, ce qui aide un peu mieux à augmenter les calories. Voilà mes conseils. D'accord. Mais après, pour les personnes qui mangent seules, justement, même si on leur demande si elles ont bien mangé, pour certaines, elles sont dans le déni justement de la dénutrition et elles me disent oui, oui, j'ai bien mangé, j'ai mangé ceci, j'ai mangé ça, etc. Mais malheureusement, si on fouille les poubelles ou si on ne le fait pas, on ne peut pas se rendre compte justement de cette dénutrition, à part par la pesée des personnes. C'est tout à fait vrai. Se rajoutent en plus les troubles cognitifs de la personne âgée. Et donc, sans vouloir mentir ou sans vouloir cacher, c'est un fait. C'est-à-dire qu'on a une mauvaise évaluation, une mauvaise perception même de son état. Oui, oui. Ok, Moi, si c'est possible, je voulais rebondir sur une chose que vous disiez en disant que vous essayez au maximum de faire participer les personnes à la constitution du repas. Je crois que c'est une excellente initiative. On l'a vu dans un des exemples que je prenais en disant que des odeurs préalables au repas aidaient finalement l'organisme à se préparer à la prise alimentaire et susciter un certain appétit, voire une certaine faim. Et je pense que on ne fait dans ce cadre-là quasiment que reproduire ce qui devrait se passer si on préparait soi-même le repas, c'est-à-dire qu'on est confronté avant même la prise du repas à la préparation des aliments, aux odeurs qui nous parviennent déjà, et que cette participation-là contribue, à mon avis, fortement à apprécier les aliments, à les toucher, à les sentir, et donc à préparer l'organisme à la prise alimentaire en suscitant l'appétit. Oui, oui, oui. C'est pour ça que moi, quand je fais la liste de courses, je la fais avec la personne pour essayer d'élaborer donc des menus, puisque souvent les dames me disent, ah moi avant quand je cuisinais, alors j'essaye de tenir compte de ça pour essayer de reproduire, quand elles ne peuvent plus le faire, essayer de reproduire ce qu'elles faisaient, et puis en ajoutant des épices, des arômes, et éventuellement en enrichissant avec un jaune d'œuf, avec de la crème, etc., pour toujours, comme vous disiez, stimuler l'olfactif et le gustatif. Voilà. Je peux rajouter encore mais c'est très important, et tout ceci suscite aussi le plaisir alimentaire, d'autant plus qu'on peut retrouver peut-être des saveurs connues, et je crois que c'est un élément essentiel aussi pour la réussite de la prise alimentaire. Tout à fait.
Si je peux rajouter un mot pour compléter, avec les activités de soins de support, maintenant, on voit bien que la prise en charge globale est importante. Il faut à tout prix que la personne âgée, si vous êtes dans une démarche active de dépistage, il faut à tout prix qu'elle fasse de la prévention et l'activité physique reste de toute façon de mise et va probablement être liée aussi, va améliorer l'appétence du patient, réduire ses perturbations du goût. Et cette activité physique, c'est pas du jour au lendemain, donc c'est quelque chose qui se maintient. Je rappelle à tous ici à l'écoute les recommandations européennes, c'est 10 000 pas par jour. 10 000 pas par jour, c'est pas gagné, hein, c'est pas simple à faire. Donc, il faut quelquefois plusieurs mois pour y arriver. Donc, c'est quelque chose qui se fait progressivement et qu'il faut maintenir à tout prix. Oui, oui, bien d'accord pour le maintien, parce que c'est pas toujours évident à conserver, mais au maximum, voilà, la petite promenade, même si c'est qu'un quart d'heure, même si c'est que 50 pas, voilà, sortir, prendre l'air et marcher pour essayer éventuellement d'avoir une activité physique pour justement essayer de déclencher un petit peu d'appétit, un petit peu d'envie, voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, c'est vrai que là, on a beaucoup de questions. On va essayer de répondre aux questions dont on peut. Alors, une première question, donc je pense que ça va être plus pour Luc Marlier. Existe-t-il des soucis de dénutrition pour une personne qui n'a jamais eu d'odorat, comme par exemple un nerf olfactif trop court? Alors, c'est vrai, c'est un cas de figure un peu particulier. En général, les effets les plus négatifs d'une absence d'odorat qu'on appelle l'anosmie, ces effets sont massifs lorsque la personne a brutalement perdu l'odorat. Parce que là, elle réalise tout ce qu'elle pouvait faire avant et qu'elle ne peut plus faire. Après, pour une personne qui naît sans odorat, je pense que le choc est moins grand, mais la frustration doit quand même être là et on peut penser qu'un certain nombre de processus de régulation de la prise alimentaire ont peut-être plus de mal à se mettre en place. Mais j'avoue que je n'ai pas de données chiffrées, précises, qui permettraient de dire l'ampleur des difficultés dans ces cas d'anosmie congénitale. Très bien, merci beaucoup. Et donc, alors ça va être toujours pour vous. Les personnes âgées ont souvent une perte de goût. On a une question, c'est une supplémentation en zinc pourrait-elle améliorer cet état et dans ce cas, à quelle dose? Est-ce que vous avez entendu parler de... Oui, c'est aussi au docteur Sénès de répondre. On vous écoute sur cette question. Luc, tu veux répondre en premier ou pas? Je ne sais pas, on sait qu'une carence, une déficience en zinc, effectivement, altère la fonction gustative. Voilà, donc une supplémentation, peut imaginer, doit améliorer aussi ce système sensoriel. Alors, en cancérologie, les travaux qui ont été menés ont montré que la supplémentation en zinc ne changeait rien. Nous, on a beaucoup de perturbations du goût, c'est très décrit dans la cancérologie, on est tout à fait habitué à ça. Dans le cadre, malheureusement, des chimiothérapies, c'est des modifications du goût ou des pertes du goût dans le cadre de radiothérapie de la cavité oropharyngée. Et on a ces perturbations du goût sont même à l'origine souvent de nutrition artificielle nécessaire à faire perdurer pendant plusieurs mois les patients ayant un mal fou à manger avec le goût perturbé ou qui a disparu, quoi. Et donc ils ont perdu l'appétit en même temps et il n'y a plus d'ingesta ou très peu. Se rajoute en plus des problèmes salivaires liés à la radiothérapie où il y a en plus ou trop ou pas assez. Donc dès que les mettent un aliment dans la bouche, ça fait une espèce de pâte. C'est pas confortable. Très bien, merci. On a une autre question. Donc, comment augmenter les ingestats d'une personne qui n'a pas d'appétit? Alors, ça, c'est typiquement le job, enfin en cancérologie du moins dans mon domaine de compétence, c'est typiquement le job du diététicien. C'est-à-dire qu'on dépiste la personne qui a réduit ses ingestats. La réduction des ingestats n'est pas que liée à la perte d'appétit. Il y a des gens qui ont réduit les ingestats par réduction d'appétit, par dépression, par blocage mécanique, et des gens qui ont faim qui peuvent mécaniquement ne pas manger. Et donc, le diététicien est en charge justement de trouver des astuces pour permettre d'améliorer
la capacité, l'utilisation de produits gustativement améliorés, comme le propose Andros ici, c'est pertinent. L'utilisation de la fragmentation des aliments, le fractionnement des aliments, c'est aussi pertinent. Rajouter des calories dans le produit le plus concentré possible, c'est pertinent. Ça vient à ce moment-là presque comme un médicament, c'est-à-dire qu'on le fait prendre en collation, en dehors des repas, pour ne pas trop perturber les repas, mais on sait qu'au final, sur la journée, on a augmenté la ration calorique. Il y a plein de moyens, là aussi, d'augmenter les saveurs. Voilà, mais là, Luc a plus de compétences que moi, je lui laisse la parole. Non, mais tu as dit l'essentiel, hein. C'est effectivement, chaque personne est un peu particulière et je crois que c'est aussi des interventions qui se doivent d'être individualisées pour essayer de pister chez chaque personne quel va être le bon moyen qui va faire qu'elle va s'accrocher et retrouver de l'appétit. Est-ce que c'est avec des produits familiers? Est-ce que c'est avec une diversité, une simplification? Et je crois qu'effectivement, les solutions quasi individuelles sont à inventer pour chacun. Il n'y a pas de solution obligatoirement, comme dit Luc, c'est-à-dire qu'en fait, on voit le patient et on adapte en fonction de sa capacité. On a toute une boîte d'outils dans lesquels on peut être plus ou moins agressif. Pour prendre un exemple concret, là, dans le service, en ce moment, là, j'ai un patient qui est venu aujourd'hui, qui était une personne âgée, typiquement de 86 ans, qui a eu une radiothérapie, qui a beaucoup de mal à récupérer. Il était en soins de suite après la radiothérapie. Il a maigri, il a perdu une dizaine de kilos. Il vit seul à la maison, il fallait qu'il retourne à la maison. On ne le sentait pas bien quand on l'a vu. Ensemble, on a convenu, après avoir mis une sonde nasogastrique, on a testé, et on a dit qu'il fallait mettre une gastrostomie. Ça n'empêche pas de manger, mais il fallait le booster pour qu'il rentre à la maison. Elle ne restera pas longtemps, cette sonde. Mais vous voyez, on va augmenter des calories pour lui permettre d'avoir une dynamique et de garder l'alimentation, améliorer son goût. Le temps que tout revienne, à un moment donné, il faut le dynamiser. Et on va être d'autant plus agressif que la personne va être peut-être plus fragile, ou il va falloir amener du peps. Sinon, il glisse et après, il ne revient pas. S'il glisse trop, il ne revient plus. Hein. Donc, il faut à tout prix être dynamique dans cette démarche, proactif. Très bien, merci beaucoup. Je pense que la dernière question donc, sera plus pour Caroline. Donc, on a un diététicien donc, du CH de Coënon qui nous dit qu'il a pour l'habitude d'orienter ses patients à risque de dénutrition lors de retour à domicile vers des laitages autres que le fromage blanc standard et fortement formulé en protéines, quand il ne bénéficie pas d'une prescription de CNO ou justement pour prendre le relais de celle-ci. Ces produits sont généralement très bien acceptés par les patients et sont assez répandus dans les enseignes des GMS. En revanche, je ne vois pas souvent Force Plus. Donc, il demande quel est votre circuit de distribution? Avec quelle enseigne travaillez-vous? Êtes-vous référencé chez des livreurs de produits alimentaires à domicile? Alors, merci pour cette question. Effectivement, la gamme Force Plus n'est pas présente en grande distribution. On est présente sur le réseau hospitalier, donc vous allez la retrouver à l'hôpital ou en EHPAD. Et il est vrai qu'on a de la demande à la sortie de l'hôpital, quand le patient rentre chez lui pour retrouver ces produits-là. Donc actuellement, je peux vous citer l'exemple de Monoprix Plus, qui est la plateforme e-commerce de Monoprix sur la région Île-de-France, qui commercialise les produits. On creuse bien entendu ce type de solution et via des sociétés de portage, on arrive à en trouver pour mettre à disposition Force Plus au niveau régional sur la France entière. Donc voilà, pas de présence en grande distribution, mais des solutions à trouver plus localement parce que au niveau des sociétés de portage, par exemple, il n'y a pas d'entreprise commune sur l'ensemble de la France. J'espère avoir été claire et avoir répondu à la demande. Eh bien, donc, je vais conclure. Merci à tous pour votre écoute. Un grand merci à nos intervenants. Pour clôturer ce webinaire, vous allez recevoir un email de remerciement contenant à la fois le replay de la session, le certificat de participation, ainsi qu'un lien vers le site Force Plus pour vous permettre de demander des brochures ainsi que des échantillons. N'hésitez pas. Et à des fins d'optimisation du format du webinaire, il vous sera également demandé de répondre à quelques questions. Donc, merci par avance pour votre participation. Très belle journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir à tous.